Bonjour à tous mes amis et bienvenue sur ma chaîne Planète Strange, bienvenue dans Rétro Strange numéro 6. Et oui, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et pourtant, c'est l'émission qui marche le mieux sur ma chaîne, ça je peux pas dire le contraire, hein. Je crois qu'on fait entre 1500 et 1800 vues à chaque fois, donc oh là là. Alors j'ai peut-être pas autant d'ambition sur ce numéro 6 parce que on va parler d'un album Top BD, un album qui date de 84 des éditions Lug. Un album qui est, je dois le dire, moins... enfin, une série qui est nettement moins marquante que ce qu'on pouvait dire dans Strange, donc je ne sais pas si ça va attirer autant de public. Mais c'est pas grave, on s'en moque, on est là pour se faire plaisir. Donc c'est quoi le menu, c'est quoi le programme? Eh ben au menu, on parlera donc de cet album Top BD, Les Justiciers du Futur, donc l'album numéro 6 sorti en 1984, le mois de novembre 1984, pour une somme modique de 22 francs quand même à l'époque. Bah oui, on va parler d'autre chose, on va parler aussi d'un artiste qui s'appelle Dave Cockrum, puisque c'est lui qui a réalisé ce splendide graphic novel. Je vais revenir aussi sur le Builder 21 parce que j'ai eu beaucoup de gens, même en off, qui m'ont contacté, donc avec plein de questions, et ça je trouve ça super, donc je vous remercie tous. Et il y avait des questions sur les ouvrages que j'ai utilisés pour ce Builder 21, donc je vais revenir dessus, je vais vous faire voir un peu rapidement ce que j'ai, et comme ça vous comprendrez à peu près les images que j'ai utilisées. Je ferai aussi un review un peu sur, enfin un review BD. Non, je vais pas faire un review BD ou très rapidement. Je vais vous parler de certains derniers achats que j'ai fait. Donc il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai pas encore lu. Voilà, c'est un peu compliqué, hein, donc on peut pas tout faire. Je vous dirai ce que je pense du review BD. J'ai oublié de préciser, on va aussi, ça c'est pour Norman, il y aura une rubrique courrier puisqu'on reste sur Mustang et le journal Mustang. Donc de Micros et Photonique, je t'ai réservé une petite surprise puisqu'on va faire un petit bout de courrier quand même des lecteurs. Qu'est-ce que pensaient les lecteurs de ces héros français? On va en parler. Je vais parler aussi très rapidement, vous donner un avis et un petit coup de gueule sur l'animé de Alain Chabat de donc Astérix, le combat des chefs, que vous pouvez voir si vous avez la plateforme Netflix. Très rapidement, je peux vous parler aussi des Thunderbolts. Allez voir ma vidéo, j'ai fait un bref de comics là-dessus, si vous voulez savoir qui sont les vrais Thunderbolts, regardez ma vidéo, on est très loin de ce que j'ai vu en salle au cinéma, même si le résultat est pas si mal que ça quand même. Voilà, c'est un bon début quand même, un bon démarrage pour un Rétro Strange, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Comme je vous l'ai dit, c'est pas l'album Top BD numéro 6. Je vous ai dit une grosse bêtise, c'est le numéro 5, sorti en novembre 84 pour la somme modique de 22 francs. Sous le titre en français, Les Justiciers du Futur, des éditions Lug, hein. Demain est là, hein, futur dynamique. C'est un Marvel Graphic Novel numéro 9. Qu'on appelle The Futurians dans sa version originale, dessiné par Dave Cockrum, ancré par Dave Cockrum, scénarisé par Dave Cockrum, enfin Dave Cockrum dans toute sa splendeur. Et voilà quoi. Donc si on parle des Futurians, ou pour le coup les Justiciers du Futur, je vais vous dire une chose, c'est que c'est pas les premiers Futurians de l'histoire de la pop culture. Non, oui. Peut-être avez-vous entendu parler d'un certain Captain Future. Et les Futurians, parce qu'il fait partie des Futurians. Alors, c'est un héros de pulp. Le créateur s'appelle Edmond Hamilton. L'année de création, c'est 1940. Les personnages, le Capitaine Futur, il est connu sous le nom de Curtis Newton.
Hein, j'en vois certains qui commencent à tiquer. Curtis Newton, mais pourquoi ce nom m'est familier? Eh ben, on va y venir. Il est accompagné par un cyborg, un cerveau dans un bocal, qui n'est autre que Simon Wright. J'espère que l'accent était bon, hein, le French. D'un robot du nom de Krag, et oui, et d'un synthozoïde du nom de Otto. Ça fait très germanique, hein. Otto, voilà, qui a la capacité de changer d'apparence. Et là, je vous vois tous en train de me dire, mais dites donc, là, Planète, on connaît ça, hein. Bien sûr que vous connaissez, le Captain Flamme, vous connaissez, parce qu'il est connu sous ce nom-là en France. Il est connu grâce au dessin animé sorti en 1979 dans l'émission Les Visiteurs du mercredi. Je dois dire que l'animé, sur beaucoup de choses, reprend pas mal de trames, des nouvelles et des romans d'Hamilton, donc de Captain Future, si ce n'est qu'il y a des différences entre l'animé et les romans, puisque les aventures du Captain Future se passent globalement, généralement, dans le système solaire. À contrario du Capitaine Flamme. Donc, il n'y a pas de gens de Mégara, hein. Ça sera les gens de Jupiter. Donc, si vous voulez retrouver ces écrits et ces romans, moi, je vous conseille l'éditeur Le Bélial. Je sais pas si vous connaissez, hein, qui a déjà publié 6 ouvrages. Il a publié L'Empereur de l'espace, déjà ça, je pense que ça doit évoquer des choses pour certains. Captain Future à la rescousse, Le Défi, Le Triomphe, Les 7 pierres de l'espace, et un qui me manque évidemment, pour m'embêter, et qui est La course aux étoiles. Il y a un 7e livre qui va sortir, qui s'appellera Le Magicien de Mars. Il sortira le 26 juin 2025, donc voilà, si vous voulez vous jeter dessus. Il faut aussi dire une chose importante, c'est la première fois qu'on traduit, en tout cas par un éditeur, les aventures du Captain Future, donc du Captain Flamme. Là, c'est depuis 2017 en fait. Merci à Le Bélial de publier ces pépites que la France est passée complètement à côté à l'époque. Mais alors complètement. Alors ça a tellement influencé la pop culture, le cinéma de science-fiction. Je pense notamment à Star Wars. Je veux dire, que serait Star Wars sans le Captain Future? Je vous pose la question, messieurs, mesdames. Et oui. Donc voilà. Otto, c'est Malard dans Captain Flamme, et Captain Flamme, c'est Captain Future dans les romans. Bon là, évidemment, c'est pas trop le sujet de la vidéo, hein. Donc on va parler un peu, on va revenir, se recentrer sur cet album Top BD qui est Les Justiciers du Futur. C'est quoi? Pour parler des Justiciers du Futur, il faut parler évidemment de Dave Cockrum. Alors Dave Cockrum, le regretté, hein, Dave Cockrum, puisqu'il est décédé, si je dis pas de bêtises, en 2006, le 26 novembre 2006. Il était gravement malade au début des années 2000. Et voilà, il nous a quittés déjà il y a un petit moment. Dave Cockrum, il est connu pour nous en France, pour les lecteurs de Special Strange, sur son passage sur la série Uncanny X-Men. C'est lui qui a un peu formaté les nouveaux X-Men. Il venait de chez DC Comics, il s'était engueulé avec eux et il est parti après. Voilà, avec perte et fracas, pour arriver chez Marvel et pour créer des nouveaux personnages. Donc c'est le papa de Colossus, par exemple, de Tornade des X-Men, et de Nightcrawler, ou Diablo si vous préférez, qui était déjà un personnage conçu pour la Légion des super-héros. Donc voilà. Mais qui va réutiliser pour les X-Men. Tant mieux pour Marvel. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? C'était un fan de comics book, en fait, Dave Cockrum. Je crois que son papa était dans l'armée, si je dis pas de bêtises, et que il s'est beaucoup réfugié dans les comics. C'était un grand lecteur de DC Comics,
sur les infos que j'ai. Il était fan de Hollywood, de Gil Kane, entre autres, de Carmine Infantino. Hein. J'en vois certains qui font des yeux comme ça. Hein, quoi, Carmine Infantino? Bah oui, bah il a aussi dessiné Batman et Flash à une certaine époque. Hein. De Joe Kubert, évidemment, et il était très très fan aussi des dessins de Jack Kirby, qui était, je pense, un incontournable à l'époque. Il était très actif aussi dans la fan zone, je sais pas comment on pourrait décrire ça. Bon, enfin, c'était un fan. Et il écrivait énormément de courriers aux lecteurs, enfin par le biais du courrier des lecteurs, chez DC Comics et chez Marvel. Il a aussi participé à plusieurs fanzines, enfin voilà. Et évidemment chez DC Comics, on le connaît pour le rafraîchissement qu'il a fait de la Légion des super-héros, surtout au niveau des costumes. Et nous en France, bah, sur les X-Men, hein, voilà. Hein. Voilà ce qu'on peut dire sur Dave Cockrum. Maintenant, on va parler des justiciers. Alors, l'histoire raconte la fin des temps sur notre bonne vieille planète, la Terre. Waouh! Terminus et Grongron. Je suis pas sûr de la prononciation, mais je vais l'appeler Grongron. C'est deux mégapoles, deux mégacités qui se font la guerre sur la Terre, d'un côté et de l'autre de la planète. Pour vous donner un peu l'ambiance futuriste. Et ils ont une technologie qui rigole pas du tout, quoi. Hein. La preuve, les habitants de Grongron, les Grongron, comment on les appelle déjà? Les Grongroniens? Les habitants de Grongron, quoi. Big Boss 2 à Big Boss 1. Est-ce qu'il me reste encore un peu de café? Oui, Big Boss 2. Réponse affirmative. Il nous reste encore la moitié d'une tasse de café tiède. Vous voulez négocier un échange? Big Boss 1, j'ai une tablette de chocolat à échanger. Big Boss 2, message bien reçu. C'est du chocolat avec ou sans noisette? Bon, ça suffit, trou du Q1 et trou du Q2. N'encombrez pas la fréquence avec vos conneries. Les héritiers, oui, bah oui, les habitants de Grongron s'appellent les héritiers. Ah, le sobriquet, faut l'avoir. Hein. Donc les héritiers, avec leur arme ultime, qui ont l'habitude de projeter des météores sur des cités et qui ont tout éradiqué sur la Terre, sur tout ce qu'il y a autour d'eux, décident cette fois-ci d'envoyer la Lune, et oui, mesdames et messieurs, la Lune percuter la cité de Terminus. Alors là, on se dit, mes petits gars, ça va pas être bon du tout là. En tout cas, ils décident de faire ça, la Lune explose littéralement sur la Terre, mais pas de bol, Terminus est protégé par un champ de protection impénétrable, pour dire. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils utilisent leur super arme sur le Soleil et transforment le Soleil en géante rouge. Et là, ça devient compliqué pour tout le monde. Donc, les héritiers, ils se carapatent, ils vont voyager à travers le temps pour arriver au XXe siècle. Objectif, envahir cette temporalité pour conquérir le monde. Et tada! Alors que nos habitants de Terminus, eux, vont semer des graines à travers le temps pour empêcher ce changement de cours d'histoire, tout simplement, du cours de l'histoire. Il n'est pas question que les héritiers s'emparent de la Terre de cette manière, perfide. Et donc, paf, ils envoient des graines à travers le temps, des graines plus ou moins génétiques, qui vont créer des élus, des êtres humains avec des prédispositions et des capacités, mais des capacités latentes. Tout ça est un mixte génétique qui va traverser les générations et de génération en génération pour créer les êtres qui deviendront plus tard les justiciers du futur. Mais ça s'arrête pas là, parce que il leur faut quelqu'un quand même pour rassembler tous ces gens. Et il leur faut quelqu'un pour les révéler et leur donner du pouvoir. Et ils ont eu l'idée incroyable, Terminus, d'envoyer un Belge.
Oui, un Belge, un certain Van der Werken. Je suis pas sûr de la prononciation. Van der Weken. Excusez-moi les amis belges, je le fais pas exprès, je vous promets. Van der Weken. Alors, belge ou hollandais ou néerlandais, je ne sais pas. Ça sera à vous d'en débattre dans les commentaires. N'hésitez pas, on fait un match, Pays-Bas, Belgique, et vous décidez de quelle région du monde il vient celui-là. En tout cas, lui se fait transférer son esprit, télécharger son esprit à travers le temps dans le corps d'un vagabond. Et avec ses capacités mentales, plus ou moins de télépathe ou d'hypnotique, il va créer une société qu'on appelle Futur Dynamique. Il va évidemment, avec ses connaissances du futur, créer tout un ensemble et une immense fortune pour rassembler les élus qui s'ignorent et créer les Futurians. Voilà le début, le pitch de l'histoire. Maintenant, on va passer au personnage. Alors, Van der Werken est un habitant de Terminus dont l'esprit est transféré du futur, comme je vous l'ai expliqué, dans le passé et dans le corps d'un vagabond. Grâce à ses connaissances du futur, il possède donc un savoir, comme je vous l'ai expliqué, qui lui permettra de fonder sa société Futur Dynamique. C'est un scientifique, anachronique et millionnaire. Il retrouvera les élus et les conditionnera. Il les transformera évidemment en super-héros. Il est le mentor qui doit conduire les Futurians à empêcher l'invasion des héritiers du XXe siècle. Il n'est pas sans nous rappeler, pour les lecteurs de Valiant Comics, le personnage ambigu de Toyo Harada. Pour ceux qui connaissent Valiant, vous trouverez des points communs. Alors, j'ai envie de dire, ce Van der Werken est peut-être l'ancêtre de Toyo Harada, finalement, dans l'esprit du créateur de Toyo Harada. Ensuite, nous enchaînons avec Avatar. Alors, Avatar, c'est... Enfin, voilà, si Van der Werken, c'est le mentor, Avatar, c'est le leader naturel de l'équipe. La transformation que lui fait subir Van der Werken va lui donner une super force, une invulnérabilité, et il peut voler. En fait, en gros, c'est presque Superman le mec. Hein. Peut-être pas aussi costaud et aussi fort, mais dans l'esprit, c'est voilà. On sent que celui-là va pas falloir l'embêter très longtemps. Il s'appelle Andrew Pendragon, et il a une particularité que Van der Werken n'a pas vu arriver. Et oui, Avatar est immortel. Il a 3000 ans. Et en fait, son pouvoir latent s'est réveillé beaucoup plus tôt que prévu. Ce qui fait que le conditionnement que va lui faire Van der Werken ne fonctionnera pas sur lui. Il sera pas dupe du personnage et de l'ambiguïté de ce personnage qui peut se présenter comme un méchant ou un gentil à ce stade-là du récit. Il a donc 3000 ans, il a traversé le temps, ce qui lui donne un sens tactique, un sens de stratégie militaire incroyable, et il a cette intuition, ce don qui lui a permis de survivre aussi longtemps, de deviner quand les emmerdes lui tombent dessus. C'est quand même, voilà, c'est quand même pas mal pour un champion de la survie. Vous avez ensuite Blackman, qui est en fait le Wolverine de la série. Hein. Donc son vrai nom, c'est Walter Bonner. Il a donc des griffes acérées, des dents acérées, et il a un peu un physique d'un lion. Il est à moitié lion, à moitié humain. Donc vitesse, la vitesse d'un lion, la force d'un lion, la rapidité, tout ce genre de choses. Plus, j'imagine, des sens super développés. Vous avez un Mosquito. Un Mosquito, c'est la guêpe, comme la guêpe des Avengers. Elle a le pouvoir de se réduire et elle vole et génère des rafales soniques. Voilà. Et elle a un pistolet qui balance des fléchettes et qui lui sert pas à grand chose dans l'histoire, si ce n'est que quand elle balance le revolver, elle peut assommer quand même quelqu'un. C'est voilà. Vous avez Silky. Alors, pas sûr de la prononciation, c'est une biologiste marine du nom de Tracy Winter. Alors Silky, c'est un cas intéressant parce que elle a failli faire partie des X-Men. Donc en fait, c'est un personnage qui avait déjà été créé dans la conception des nouveaux X-Men, mais qui n'a pas été utilisé à l'époque et qui va être recyclé dans les Justiciers du futur par Dave Cockrum. Il est fort probable qu'il y ait plusieurs personnages comme ça, un peu comme Nightcrawler dans la Légion des super-héros qui est passé chez les X-Men, et Silky qui devait être chez les
les X-Men et qui a basculé dans les Justiciers du futur. Donc cette biologiste, bah, elle a un pouvoir, bon, on va être très clair, elle a un pouvoir où elle éclaterait l'homme de l'Atlantide, hein, je vous le dis direct, complètement. Bon, c'est une amphibienne, ouais, ça c'est super, on le sait. Elle a la peau verte, elle est capable de respirer sous l'eau et dans des grandes profondeurs, de tirer des décharges bioélectriques, de contrôler et de façonner l'eau, et de se transformer en une forme humanoïde ressemblant à une raie manta, et voilà, hein, ce qui lui permet de voler ou de nager à grande vitesse. Voilà pour ce personnage. Vous avez Silver Shadow. Oh, Silver Shadow. Ça fait une vraie marque de shampoing, ça. Moi aussi, je mets du Silver Shadow sur mes cheveux. Silver Shadow, c'est Jonathan Dark Knight. Ouais, bref, un espion de profession. Et il en fallait un James Bond en herbe, voilà. Donc Jonathan a le pouvoir, lui, de fusionner avec son ombre. Donc il peut disparaître, réapparaître, se téléporter que à travers l'obscurité ou à travers son ombre. Bref, si c'était pas lui qui serait dans l'équipe, Silver Shadow, ça serait certainement, je sais pas moi, Diablo, Nightcrawler, qui serait à sa place, ou je sais pas, la Vision. Je ne sais pas. En tout cas, on sent tout de suite les influences. Ah, on arrive à un personnage. Vous avez Sunswift. Ah, vous me corrigerez hein, avec mon accent anglais, mon super accent anglais. Donc Ness est un être élémental et immortel. Et vous savez quoi? Vous savez où elle vit? Elle vit dans la couronne du soleil. Alors attention, Ness c'est un peu différent des autres personnages. Elle fait pas partie des élus. On ne connaît pas ses origines à ce stade de l'histoire, mais on sait qu'elle existe depuis bien longtemps et que elle a été prise pour une divinité égyptienne pendant l'Antiquité. Elle a même eu une histoire d'amour avec Avatar. Et oui, donc ils se connaissent. Et ça aussi, ça dérange le Belge. Moi, je vous le dis. Donc, ses pouvoirs sont immenses. Hein. On va pas se le cacher. Elle peut se déplacer plus vite que la lumière. Elle peut envoyer des rafales de plasma. Elle pourrait, en atterrissant sur Terre, détruire la Terre, hein, tout simplement. Elle est obligée d'ailleurs de se décharger d'énormément d'énergie pour arriver sur Terre. Elle est appelée dans le contexte de ce récit parce que ils ont besoin d'elle et qu'elle existe aussi dans le futur, mine de rien. Donc voilà. Et voilà, sur le personnage. Et elle peut faire penser énormément à Phoenix, hein, des X-Men, ou à Binaire, toujours cher à Dave Cockrum, tout simplement. Hein. Ensuite, nous avons qui? Nous avons, après Sunswife, nous avons Terren. Alors Terren, c'est un géologue. Il s'appelle Harry Robbins. C'est un homme debout en fait. Lui, il est transformé en homme debout, le pépère. Pas de bol. Il est capable de manipuler la roche et la terre. Il est piégé au début de l'histoire de façon permanente à l'intérieur de son apparence monstrueuse. Il pourrait faire penser à une espèce de chose, hein, des 4 Fantastiques, mais encore plus en plus dégueulasse, quoi, en espèce d'insecte bouseux, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Lui va avoir une bague par la suite qui va l'aider à reprendre temporairement sa forme humaine. Ça rappelle petite astuce utilisée au début des nouveaux X-Men, de Uncanny X-Men, où Diablo utilisait ce genre de méthode pour avoir une apparence humaine. Et vous avez Werehawk. Werehawk, rien que le nom, tout est dit, sauf que cette fois-ci, c'est pas un loup-garou, c'est un rapace-garou, un faucon-garou. Donc Matthew Blackfeather, qui est en fait un avocat de la tribu indienne des Dakota. Il a, lui, la capacité de se transformer en être mi-homme, mi-oiseau, mi-rapace, mi-faucon. Le souci, c'est que quand il prend cette apparence-là, il devient hyper violent et agressif, voire incontrôlable. C'est un véritable animal. Là, on sent que le cerveau reptilien prend le dessus sur tout, hein. Donc lui, il peut voler très vite, il peut déchirer des armures avec ses serres, parce qu'il a des serres, hein. Et s'il reste trop longtemps sous cette apparence, il se transforme définitivement en rapace géant. Voilà. Voilà sur le descriptif des personnages principaux de cette équipe incroyable.
Pour ma part, bah, je garde un super souvenir hein, de ce graphic novel, de cet album Top BD hein, que vous avez ici, là, qui est quand même, moi j'adore. Bah, je trouvais d'ailleurs que la collection Top BD était une belle collection, surtout dans les premières années, parce qu'on avait des choses un peu variées, qui étaient assez différentes, des fois qui n'étaient pas forcément liées au monde Marvel. Hein. Des fois des choses d'anticipation ou des adaptations de films. Je pense à Dark Crystal qui avait été adapté. Le Retour du Jedi était rentré dans cette collection-là, hein, en album Top BD. 2010, l'Odyssée 2 aussi. Et puis des récits d'anticipation un peu différents, comme je pense à Super Boxer, entre autres. Et je crois qu'il était dessiné par John Byrne. Et puis les Justiciers du futur. Qui rentre pas dans les cases Marvel vraiment, même si si au départ c'est du Marvel Comics. Les caractéristiques, ça a des personnages, faut être très honnête, ça rappelle énormément des personnages qu'on connaît. Hein. C'est un peu le défaut, je dirais, des Justiciers du futur. Hein. On sent que Dave Cockrum se recycle constamment. Hein. De la Légion des super-héros, on passe aux X-Men, et on est dans le recyclage de certains concepts, et de même pour les Justiciers du futur, où franchement, quand je les regarde, j'ai l'impression de voir des X-Men, hein, tout simplement les X-Men des années 70, quoi. Sur les Futurians, c'est vrai que j'ai cité Captain Future, donc le Captain Flamme, mais il y a aussi une référence à un groupe de fans, un groupe d'individus qui a existé entre 1937 et 1940, une sorte de club qu'on appelait les Futurians, donc où étaient rassemblés des écrivains, des éditeurs, des fans de science-fiction. L'un des plus notables, c'est Isaac Asimov. Vous avez James Blish, Richard Wilson, David Kyle, entre autres, qui ont fait partie de cette bande. Je pense aussi, dans l'esprit de Dave Cockrum, qu'il fait référence énormément à eux quand il les a appelés les Futurians, parce que c'est pas anodin comme nom, en fait. Pas du tout, même, je dirais. Concernant, est-ce qu'il y a eu des suites concernant les Justiciers du futur? Parce que c'est vrai que, vu de France, on pourrait dire plus de son, plus d'image. Il était prévu qu'il y ait une suite faite sous l'égide de Marvel Comics, mais Dave Cockrum ne s'est pas entendu avec l'éditeur Marvel. Pour cause, je crois qu'il avait justifié en expliquant que il était passé par Marvel pour faire une suite pour les Justiciers du futur, il en serait encore à faire le numéro 250. En gros, il avait peur de se retrouver enchaîné, je pense, autour de cette série, qui est pour le coup son bébé, hein, on peut pas dire le contraire. Donc il va passer par un indépendant qui s'appelle Lodestone, excusez-moi, hein, Comics, un label que je connaissais pas avant de faire l'émission. Ce Lodestone, ils vont publier trois récits qui vont suivre ce graphic novel, tout en rééditant le graphic novel. Donc ça a été édité en France chez les éditions Semic. Et oui, puisque vous avez regardé cet ouvrage, alors c'est plus rikiki que l'original. Hein, je vais essayer de vous mettre, vous voyez, en comparaison. Voilà, vous avez à peu près la taille. Là, en plus, ils ont bien mis Futurians. Hein, vous pouvez constater sur la couverture. Vous avez donc ces trois ouvrages qui ont été faits et qui reprend là pour le coup des suites à leurs aventures. Alors, je trouve qu'au niveau dessin, c'est quand même moins appliqué que le graphic novel, hein, on va être honnête. Les méchants qu'ils affrontent aussi, alors là, ils affrontent des espèces d'insectoïdes aliens à un moment donné. On s'échappe un peu du sujet du début avec les héritiers. Voilà. Et puis d'autres personnages vont apparaître. Je sais qu'il y a une espèce d'immortel qui vont rencontrer un vieillard qui connaît Avatar pour le coup et qui a des allures de Tom Bombadil. Vous voyez le personnage dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un peu le même type de. On sent que je pense que Dave Cockrum s'est inspiré de ce personnage de Tolkien pour créer ce personnage-là qui apparaît un peu mystérieusement et on se dit mais il y a d'autres immortels, alors c'est pas le seul Avatar à être dans cette situation-là.
s'interroge. Voilà, donc il y a un 4e épisode qui est resté longtemps inédit, qui n'a jamais été édité en France, en tout cas pas à ma connaissance, qui a été édité, je crois, en tirage limité, me semble-t-il, chez un autre éditeur dont je n'ai pas le nom, je suis vraiment désolé. Et vous avez, alors ça, faut pas perdre de vue ça, vous avez aussi une série spin-off, je vais y arriver, en 4 épisodes, dont je n'ai plus le nom du dessinateur, mais ça va, je vais le retrouver. Nanani nanana, c'est David Miller qui a dessiné les 4 épisodes d'Avatar, de cette série. C'est pareil, c'est totalement inédit en France. Donc j'imagine, j'espère, je souhaite, si un jour je le trouve, et qu'on revient sur les origines d'un peu d'Avatar, parce que c'est... Faut être très honnête, c'est le personnage, je trouve, le plus intéressant des Justiciers du futur, et ça tombe bien, c'est le leader en plus, donc il n'y a pas de hasard. Qui a eu aussi, alors là, il y en a qui vont tiquer, il y a eu aussi un projet de cinéma, et oui, véridique. Il y a eu un projet de cinéma, mais qui est malheureusement resté dans les tiroirs. Alors quand je dis malheureusement, je tournerai ma langue 6 fois dans la bouche. C'est peut-être heureusement aussi, mais bon... Partons dans le positif, peut-être que ça aurait été un très très grand film de super-héros, et pour le coup ça aurait fait exploser les ventes de comics book derrière. Rob Liefeld, ça, un malheur n'arrive jamais seul, a récupéré les droits de cette série. Il a des projets sur les Futurians, donc on va attendre, on va voir si effectivement un jour ou l'autre, il y aura un jour ou pas des suites concernant les Futurians. Pour l'instant, RAS, pas de son, pas d'image. En tout cas, pour nous, en France, ça restera un très très bon album, top BD, et un super souvenir d'histoire de super-héros, voilà, dans le contexte, avec des enjeux incroyables, des paf, la lune qui explose sur la Terre, enfin des choses comme ça. On se dit, ouh, c'est quand même pas mal, les Futurians. Voilà, concernant les Futurians, on va passer à la suite quand même. Donc, on revient sur le Bulder 21 qui a amené énormément de questions, parce que j'ai répondu à pas mal de gens, et c'était très bien. J'adore parce que ça permet d'avoir des échanges entre nous. Et effectivement, il y a des informations qui peuvent vous échapper. Alors sur ce Bulder 21, mais c'était déjà dans ma tête, je vous le dis très clairement, comme ça va pas être un scoop, mais voilà, sur l'avenir de ma chaîne, il y aura un autre Bulder, on va dire une partie 2, concernant cette période des héros français, des super-héros français, ou des personnages de ce type, puisque je compte faire un Bulder, pas tout de suite, mais probablement sur la fin de l'année, qui va concerner très simplement les autres héros de Jean-Yves Mitton, entre autres, puisque je vais parler de Cosmo, très rapidement, parce que c'est pas la meilleure série pour moi, d'Epsilon, évidemment, qui est un peu la série spin-off de Micros, de Chronos, qui est une série que j'adore, qui est malheureusement inachevée, et qu'on attend avec impatience la suite. Je vais aussi parler d'Ozark, parce que j'ai eu aussi des questions sur le sujet, et c'est normal, puisque c'est l'autre héros de Mustang. On va en parler, d'Ozark, probablement d'autres héros, peut-être ceux d'Organic Comics, ça j'ai pas encore décidé. J'ai aussi pour projet, mais pas pour cette année, je vous le dis tout de suite, de m'intéresser à certains personnages. Alors certains de Fumetti, donc de la bande dessinée italienne, je pense à Dylan Dog, et je pense aussi à Martin Mystère, notamment ces deux séries-là. Je compte faire un Bulder un jour sur ces deux séries, et évidemment sur Wampus et l'autre, qui sont deux séries de science-fiction que les éditions Lug, qui ont été publiées dans les éditions Lug. Wampus a eu son journal, l'autre est paru, je crois, dans Ombrax Saga, donc avant l'arrivée des super-héros, puisque c'était un journal
que je lisais moi Ombrax avant que ça passe par des héros Marvel, puisque je lisais Martin Mystère à l'époque, et donc je pouvais lire Les Aventures de l'autre, qui est un peu le sosie de Wampus, soyons clairs, c'est un peu une copie. Donc voilà, donc là je vais vous dire un peu les ouvrages que j'ai utilisés. Donc j'imagine que effectivement vous êtes tous là en train de se dire il a utilisé quoi. La première des choses que j'ai utilisé, alors ça je l'ai acheté à la fête de l'UMA. oui, à la fête de l'UMA, je sais. Original Watts était présent là-bas. Donc, quand je les ai vus, j'ai fait « Oh là là, j'achète !» Donc, c'est le portfolio, je crois, pour les 60 ans, c'est ça, de carrière de Jean-Yves Mitton. Donc, dedans, j'ai énormément de planches et de dessins. J'ai pas voulu faire voir là parce que c'est un peu compliqué, vous voyez. Voilà, c'est cette chose-là que j'ai utilisée en premier lieu. Ensuite, sur Photonic, j'avais ce numéro-là, ce issue, ce one issue que j'ai ici, qui est à la recherche de Photonic. D'ailleurs, je n'ai jamais trouvé les suites. Si je les trouve, c'est la première partie. C'est une suite de Photonic qui démarre plutôt pas mal en termes d'introduction. C'est en noir et blanc. Ça fait partie des choses que j'ai utilisées en série limitée. Je crois que c'est celui-là ou l'autre, je sais plus lequel. C'est ce hors-série d'Original Watts de la rencontre entre Photonic et Micros que vous avez là. Donc celui-là, je crois que ça doit être le 23e exemplaire. Donc j'ai énormément d'affiches aussi que j'ai récupéré. Je félicite Original Watts, très sincèrement. Je trouve qu'ils font un boulot d'une très grande qualité. Et c'est bien de parler, ça me fait plaisir, c'est bien de parler des petits éditeurs. Donc là, on en parle un petit peu parce que c'est important, je trouve. Je crois que c'est toujours chez Original Watts. Cette couverture de Micros versus Maelstrom, donc qui est un ennemi à l'origine de Photonic. Alors le dessin, bon, si l'histoire est très vite expédiée, le dessin par moment fait penser à du John Byrne. Si, je vous assure, c'est assez surprenant. Voilà, donc celui-là, c'est un exemplaire que j'avais acheté chez Original Comics, donc une boutique qui est à Paris, que beaucoup de gens doivent connaître. Ensuite, j'avais acheté ça au Quai des Bulles à Saint-Malo, qui est un festival de bande dessinée que je vous conseille fortement. Si vous êtes breton, allez au festival du Quai des Bulles, c'est vachement bien. Et c'est là où j'ai fait ma rencontre avec Jean-Yves Mitton. Donc là, pour le coup, c'est le dernier des Sagamores. Donc le dernier des Sagamores qui est pareil, incomplet, puisque c'est le début de l'histoire. C'est ce qu'on aurait dû avoir avant que les éditions Lug soient rachetées par Semic. En fait, globalement, ça aurait dû être publié dans Spilé, mais ça ne l'a pas été, puisque les éditions Lug ont été vendues à ce moment-là à Semic. Pas de chance. Donc ils ont arrêté un peu toutes les œuvres créatives voilà, qui était dans ce contexte-là. Chez Delcourt, celui-là je l'ai depuis un petit moment. C'est plutôt très anecdotique. La première rencontre entre Micros et Photonic, que vous pouvez voir ici, qui est pas extraordinaire en soi. C'est pareil, on va pas non plus, voilà. Mais c'est marrant de la voir. C'est plutôt marrant de la voir. Ça, par contre, c'est très bien. C'est Black and White qui a republié ceci. Donc j'en ai beaucoup parlé dans le Bulder. Les origines du Dr Ziegel. Franchement, c'est un vrai bonheur de retrouver ce récit qui nous plonge pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous le trouvez, achetez-le. Franchement, achetez-le. Moi, ça m'a poussé à une réflexion sur le personnage du Dr Ziegel, et je me suis dit, alors c'est un appel du pied, pas moi, évidemment, je suis pas un créatif et j'ai pas le talent de le faire, mais je dirais, mais pourquoi ne pas faire une série spin-off sur le Dr Ziegel? Je trouve qu'il y aurait de quoi écrire des récits d'aventure, notamment sur sa jeunesse et toute la partie qui parle de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale et même au-delà, je veux dire, jusque dans les années 50, 60, de ses pouvoirs justement qu'il a et comment il les utilise, comment il a survécu aux nazis, d'une manière un peu plus générale. Voilà, donc moi, je dirais, s'il y a un personnage à développer plus que Photonic, c'est bien le Dr Ziegel.
Voilà, donc ça, c'est mon conseil. Ensuite, vous avez, voilà, toujours chez Black and White, j'ai utilisé ces ouvrages-là, donc qui sont des intégrales complets de toute la série de Photonique, donc au moins tout ce qui a été publié chez les éditions Lug. On soit bien d'accord. Évidemment, dedans, j'ai aussi, alors je sais pas si on en voit, vous voyez, j'ai aussi des choses comme ça que j'ai pu prendre en image, que vous pouvez voir. C'est très très bien, tout est en noir et blanc, vous avez la totale. Maintenant, je pense que ça doit être assez difficile à trouver. Je vous le dis. Vous avez quoi d'autre? Eh ben, vous avez tout ça. Alors là, on va le prendre. Ouh là là. Parce que ça, je trouve que c'est très bien. Et on revient chez Original Watts. Et ils ont décidé de rééditer dans des albums les aventures de Micros, cette fois-ci en couleur. Alors, moi je les ai là, je les ai pas sortis, mais chez Delcourt, ils avaient déjà édité 2 volumes qui reprenaient ce qui était publié dans Mustang et des premières aventures dans Titan. Tout était en noir et blanc, voilà. Donc là, ils refont la même chose dans un plus grand format qui rappelle très sincèrement des albums de bande dessinée qu'on a lus quand on était jeune, comme les albums des 4 Fantastiques, comme les albums de l'Araignée, comme je sais pas moi, les albums des X-Men. D'ailleurs, regardez au dos, c'est ça que je vous ai présenté. C'est qu'on peut voir le clin d'œil qui a été fait. Si je vous fais voir un album de la Maraignée, vous allez voir, c'est un peu la même idée. Et puis, ce que je vous ai fait voir aussi, c'est l'intérieur. Vous voyez, celui-là rappelle fortement l'album Dieu créé, l'homme détruit, par exemple, des X-Men. On retrouve des tas de choses hyper sympathiques, en couleur. Les couvertures, surtout les premières couvertures, sont, je trouve, incroyables. Alors, c'est toujours fait par un artiste attitré, j'ai envie de dire, ce qui fait que ça amène une petite touche plutôt pas mal. Vous avez aussi des fiches descriptives des personnages, avec leurs pouvoirs, leurs talents, des petites choses comme ça. Alors, donc, dans le premier, c'est normal, ils ont fait voir le trio, le trio des 3 héros. Et puis voilà, c'est vraiment présenté comme dans l'esprit des éditions Lug, et moi ça n'a pas de prix. Ça, merci Original Watts. Donc vous avez 6 volumes déjà. Celui-ci c'est le volume 1, si je dis pas de bêtises. Celui-là, c'est le volume 2 avec le vaudou. J'adore parce qu'on remet des titres qui nous rappellent, qui nous évoquent des choses. Comme les albums des 4 Fantastiques, le sorcier, là c'est le vaudou. Cette couverture, ça c'est du numéro 2 que je trouve fantastique, qui est incroyable. Donc moi les artistes, j'ai plus les noms, je suis navré pour eux si je ne dis pas leur nom. J'essaie de retrouver quelque chose qui est plutôt pas mal. Je sais pas si c'est normalement dans les premiers albums, je crois. Voyez ça là. Ceci quand même, je veux dire. Ça rappelle pas un certain Spider-Man, un dessin que Jean-Yves Mitton a fait sur lui, et puis l'intérieur avec les couvertures des autres ouvrages. J'ai même, c'est un hasard absolu, mais j'ai même retrouvé une petite affichette de Micros, là aussi que j'ai utilisé. Donc ça, c'est les 3 premiers, je vous les passe. On arrive aux 3 suivants. Celui-ci c'est le numéro 5. Celui-ci c'est le numéro 5. Alors là la couverture m'a moins tapé dans l'œil, je trouve. J'aurais trouvé plus malin, d'ailleurs sur celui-là, de reprendre la couverture du fameux Titan où on voit ce méchant debout avec nos 3 héros autour. Ils ont préféré faire dans l'innovation. Des fois, c'est pas toujours réussi. En revanche, ce qu'il y a derrière, c'est la même chose. Ça évoque des choses. Là, c'est pas le surfeur d'argent, c'est pas la torche humaine, c'est le gondolier noir et Micros. C'est moi, c'est génial. C'est du pain béni. Ensuite, toujours pareil. Le numéro 6 que vous avez là. Et
Et ça, c'est le numéro 4, dont je trouve que la couverture bat vraiment tous les records. C'est avec le gondolier noir, donc c'est dans Voir Venise et mourir. Donc ça, c'est les épisodes qui sont parus dans Titan, hein, les premières aventures de Micros qui sont parues dans Titan. Voilà, donc, cette année, il y en a 2 qui sortent encore. Il y a le numéro 7 et le numéro 8 qui devraient conclure et clôturer l'arc du Psy, donc le pire ennemi de Micros. Toujours chez Original Watts, mais alors là, on s'échappe un peu, mais on en reparlera en temps voulu, Cosmo, qui existe aussi dans cette collection. J'ai aussi, ça avait été publié dans les éditions Lug, ceci qui s'appelle Une aventure de demain, c'est Les monstres et les étoiles de Jean-Yves Mitton, hein, donc les deux, c'est de Jean-Yves Mitton. Vous avez Mon Chronos, dédicacé par Jean-Yves Mitton, que j'adore. Voilà. Alors là, c'est marrant parce qu'ils l'ont fait en noir et blanc. Seul Chronos apparaît en bleu dans le récit. Et voilà. Et c'est du kiff. Donc maintenant, hein, mon petit Norman, je sais, t'es là, t'attends, tu te dis, tu nous embêtes avec tout ça. Moi, ce que je veux, c'est du courrier du lecteur. Je veux du sensationnel. Alors, j'ai pris un ou 2 Mustang pour pas les premiers, parce que c'est un peu difficile d'avoir un avis sur une série dans les premiers. Donc, j'ai été un peu plus loin, j'ai été creusé, et je me suis dit... qu'est-ce que je vais trouver d'intéressant? Donc, attendez, hein, je cherche, je regarde, et on y va. Hein. Alors, on va commencer par Jean V de Grenoble, et un petit gars de Grenoble. Allez, on y va. Et, on les salue, tous les Grenoblois. Hein. Alors, je viens de lire dans une revue consacrée à la BD de SF un article sur Mustang. Ah, ça va me plaire. Je sens que ça va me plaire. Tout en saluant votre initiative novatrice, l'auteur vous félicitait d'avoir fait la preuve que les histoires de super-héros n'étaient somme toute que des récits simplistes pour des enfants qui ne demandaient qu'un peu d'évasion. J'ai grandi quand même, j'adore moi. Ce comportement est à mon sens un cinglant reproche très vexant pour Lug. Vos scénarios sont infantiles. Comparez le Magicircus. Alors le Magicircus, si vous savez pas ce que c'est, on en parlera quand ça sera aux arcs, hein, c'est dans Mustang, hein, voilà. Comparez le Magicircus d'une bêtise achevée et le cirque du Ringmaster, ce minable Tifo et Fatalis, par exemple. Vos héros n'ont aucune ou peu de psychologie, et l'on ne trouve que d'infimes traces de ce mélange de réalisme et de fiction qui rendent un Peter Parker attachant. En lisant Mustang, on éprouve une sensation de gâchis, car vous avez prouvé quoi? Vous avez prouvé avec les 2 inédits du surfeur que vous pouviez faire du travail de haut niveau. Alors pour rappeler, c'est Jean-Yves Mitton qui a fait 2 épisodes. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié un ouvrage que j'ai utilisé. Et je vais vous le faire voir tout de suite, comme ça sera réglé. A fait 2 épisodes inédits du surfeur d'argent qui ont été publiés uniquement en France. Hein, donc dans Nova. C'est juste pour rappeler ça. Hein. Éditerez-vous bientôt des séries plus ambitieuses ou vous contenterez-vous de ces ersatz? Merci Jean de Grenoble. Ça fait plaisir, hein, ton courrier fait plaisir. On va voir la réponse tout de suite des éditions Lug. Voilà un lecteur qui ne mâche pas ses mots. Ça, on peut pas dire le contraire. Nous publions sa lettre pour qu'on ne nous accuse plus, comme cela a été fait, de ne publier que des lettres d'éloge. Mais c'est un fait que celles-ci sont bien plus nombreuses que les lettres de critique. Disons, pour répondre à Jean V, que Mustang a été conçu pour ceux de nos lecteurs qui, encore très jeunes, ont parfois du mal à suivre des scénarios plus compliqués, plus élaborés.
De très nombreuses lettres d'encouragement nous prouvent que nous n'avons pas eu tort. L'âge de nos lecteurs va de 6 à 20 ans. Et même bien au-delà. Bah oui, bien au-delà quand même, merde. Bon, à l'époque, j'avais pas 20 ans. Hein. À l'époque, j'étais très jeune. Hein. J'étais plutôt vers les 10 ans par là, je crois. Quelle année? Oui, pas tout à fait 10 ans, plutôt 7 ans. 7-8 ans. L'âge de nos lecteurs, bah oui, bah très bien. Donc il est difficile de répondre à l'attente de tout le monde, patati patata. Bon, juste pour revenir sur les 2 épisodes du Surfeur d'argent dont il est question, j'ai oublié de le dire, utilisé cet ouvrage-là, hein, que j'avais déjà présenté, hein. C'est les archives des éditions Lug. Donc, de mémoire, il me semble qu'on a les deux planches du Surfeur d'argent dedans, en question de Jean-Yves Mitton. Il faut juste que je remette la main dessus. Alors on cherche, là c'est du Micros. Ouais, il y a des belles couvertures ou des beaux projets de couverture qui avaient été faits à l'époque. Alors, où tu te caches, toi, mon petit Jean-Yves, hein, où tu les as cachés, hein, les aventures du Silver Surfer. D'ailleurs, dans cet ouvrage, franchement, vous avez, par exemple, là, je vous fais voir très rapidement, vous avez Epsilon, et vous avez des commentaires de Jean-Yves Mitton, épisode par épisode. Alors, il l'a fait pour Micros, il l'a fait pour Epsilon, je pense qu'il l'a fait pour Chronos aussi, et pour et Cosmo, j'imagine, Cosmo aussi. Bon, où est-ce que tu nous as mis je l'ai pas rêvé, ça, quand même. Où est-ce qu'il nous a mis le Surfeur d'argent? Tac. Bon, ça, c'est des couvertures qu'il a fait. Ben voilà. Vous voyez, c'est ça, en fait. Hein, si vous voyez. Et là, on peut dire ce qu'on veut, mais Jean-Yves Mitton, là, il nous fait du John Buscema, mais pur jus. Et qui nous renvoie à ces épisodes incroyables du Surfeur d'argent. Vous voyez? Donc, c'était surtout ça que je voulais vous faire voir. Voilà, donc on continue sur le courrier des lecteurs, parce que là c'est quand même pas super sympa ce que je viens de lire, hein. Très sincèrement, ça fait pas plaisir, hein. Moi là, je suis pas content, hein. Puis je me trompe en plus de Mustang, hein. C'est hallucinant quand même. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, courrier de Georges N de Toulon. Hein, qu'est-ce qu'il dit, lui? La première histoire du journal Micros est vraiment géniale. Ensuite, Mustang, la série qui a donné son nom au journal. Scénario décousu et sans intérêt, aventure abracadabrante, dessin d'une naïveté parfois ridicule. Passons vite à Photonique. Décidément, il n'y a pas que des copains. Hein. Car c'est super. Et Photonique, c'est super. Ah, ça va mieux, là. Là, ça va mieux. J'aime bien les mises en garde. Ah, les mises en garde. Âme sensible, s'abstenir. C'est vrai que il y a dans l'idée, il y a quand même, il y a toujours des idées. On va appliquer un peu des idées à Stan Lee ou à Marvel ou là pour le coup on dit, on va mettre des titres un peu, tu vois, un peu tapeur. Interdit au cardiaque quand même, vous voyez. Hein, c'est, alors lui, il suggère des idées, tu vois. Georges, lui, il a des idées et il va les suggérer aux éditions Lug. Très bien, Georges. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors lui, il nous propose, je vous suggère Aventure brûlante, se munir d'une combinaison en amiante. Je sais pas trop si c'est pour un journal érotique, ça. Non? Plutôt. Ceci dit, l'histoire est une réussite, les dessins sont très bons et il y a des trouvailles, par exemple le titre qui n'est annoncé qu'à la page numéro 4. Comme le lecteur est déjà plongé dans l'histoire, ça le met en évidence. Ou encore, chaque fois que le lieu et l'action changent, on voit le petit rectangle avec le masque photonique dedans, comme pour annoncer un nouveau chapitre. Ça donne. Réponse des éditions Lug. Il s'avère de plus en plus que Photonique et Micros ont la préférence des lecteurs. Bon, ça, sinon ils n'auraient pas été dans Speedy et Titan par la suite. Hein. Ceci dit, c'était le plus abouti. On va être très honnête, aux arcs, on en parlera en temps voulu, mais c'était...
j'ai feuilleté très rapidement le courrier des lecteurs, je crois pas être tombé sur une lettre qui disait du bien d'Ozark, donc de la série Mustang. Pourquoi ils ont choisi un Indien et un cheval? C'est vraiment pour le titre du journal, hein. Il fallait rester dans le ton, je pense. C'était ça l'idée. Qu'ils prennent un super-héros indien, ça me dérange pas du tout, mais c'est ce qu'ils en ont fait, c'est très particulier. Enfin, comme je vous le dis, on en parlera le moment venu. Il s'avère de plus en plus que Mustang est fauté, voilà. Pour ce qui est de la série Mustang, nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer qu'elle va être remplacée dès le mois prochain par Galax, les évadés de l'espace, une super production galactique. Alors c'est pas Galax, hein, c'est entre-temps, ils changeront de nom, ça s'appellera Cosmo, et les évadés de l'espace. C'était pas génial non plus. À part les dessins de Jean-Yves Mitton, voilà, qu'on gardera en mémoire. Le récit en lui-même, pas plus. Bon, on sent que c'était Cosmo, c'était vraiment dans l'esprit de Star Wars. Star Wars était à la mode. Il fallait créer un héros un peu dans l'esprit du Captain Flamme, hein, d'ailleurs, du Captain Future. Et voilà, avec un robot, un enfant qui peut rappeler l'enfant qui accompagne le Captain Flamme, donc qui s'appelle Ken, je crois, dans Captain Flamme. Voilà. Donc on en parlera en temps voulu. Voilà concernant notre ami Cosmo. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le courrier, Norman? D'autres informations? Non, pas plus que ça, hein. On a fait le tour. Attendez, je revérifie quand même, parce que je sais que Norman est friand, il y a des fans du lecteur des courriers. D'ailleurs, je vous fais voir très vite à quoi ça ressemblait à l'époque. Vous voyez, il y a un petit clown qui apparaît. Je crois que c'est un personnage d'Ozark, d'ailleurs. Je viens d'acheter et de dévorer des yeux Mustang. Je suis d'accord pour le dos carré. Si vous pouviez faire de Mustang un journal ayant la même présentation que Strange, ce serait super. Micros est une bonne série. Les dessins de John Milton sont super. Mustang, le scénario est idiot. Les dessins médiocres. Quant à Photonic, le scénario est original, mais les dessins, faut les supporter. J'ai remarqué que dans les premiers courriers que Sirotota fait pas tant l'unanimité que ça. Moi, je trouve que son style est plutôt incroyable, surtout sa mise en page, elle est très originale. Et évidemment, son style va s'affiner aussi au fil des numéros, et je trouve que là-dessus, Sirotota, c'est quand même un super dessinateur. Réponse des éditions Lug à Patrick de Plouzoc. Plouzoc, Patrick, donc Patrick D, hein, de Plouzoc, sans dire son nom en totalité, Patrick Daniel de Plouzoc. Voilà. Donc la réponse c'est. Alors là, franchement, Patrick, nous ne sommes pas d'accord avec vous au sujet des dessins de Photonic. Attention, Patoche. D'ailleurs, si votre critique est péremptoire, elle n'est pas expliquée. Quant à Mustang, il nous a quittés pour faire place à Cosmo, et plus à Galax, là, ou je sais plus quoi, une épopée galactique. Enfin bref. Voilà. Bon, on va s'arrêter là sur le courrier des lecteurs, Norman. Si ça vous intéresse encore, je reviendrai dessus. De toute façon, on aura toujours l'occasion de lire le courrier des lecteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire dire d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On parle maintenant des BD, de mes achats, alors ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, ce que je vais lire, ce qui finira peut-être sur cette chaîne ou pas, voilà, donc c'est les achats, pas, je précise pas d'un mois, hein, parce que j'en vois certains qui vont faire « Oh la vache non, c'est ça fait un moment que je cumule certaines choses, et qui va être sûrement question que j'en parle à un moment donné, c'est pour ça que je reviens dessus. Donc on va commencer par Image Comics, puisque j'ai... les plus anciens qui suivent ma chaîne se souviennent probablement d'un bulle d'air que j'ai fait sur Guéguerre il y a déjà bien longtemps. Voilà. Bon, il y a le volume 2, je l'ai pas encore attaqué. Donc c'est Gary Frank au dessin et John, excusez-moi, au scénario.
Donc moi j'en ai gardé un super souvenir de lecture. Donc j'ai hâte d'attaquer le deuxième tome. Probable que je vous dise ce que j'en ai pensé à un moment donné. Donc là on est sur du Image, hein, on n'est pas chez Marvel ou chez DC. Toujours dans la même lignée, toujours John Jones et toujours Gary Frank, Junk et Hard Joe. Donc là on part faire la guerre pendant le Vietnam sur ce personnage qui est apparu finalement dans le volume 1 de Guéguerre. Il va être question un peu plus de ses origines, j'imagine, puisque là aussi c'est pareil, je ne l'ai pas lu, mais ça va être une de mes lectures très très rapidement. Donc voilà concernant cette série, ces séries de chez Image. Daredevil, oui, Daredevil, comme il est à la mode en ce moment, on n'arrête pas, puis j'ai fait une émission sur le sujet, donc là on est sur du Zdarsky et du Keketo, et ouais, c'est plutôt bien, parce que je l'ai déjà bien entamé. Alors en fait, au début j'avais acheté les volumes un peu simples, mais je les ai revendus, et puis comme ils ont sorti cette édition de volume 1 qui reprenait vraiment un peu plus d'un arc, donc je pense que je vais me faire toute la collection, je me le suis racheté et j'ai réattaqué. Là, je suis à la moitié, plus de la moitié d'ailleurs. C'est vraiment bon. Là, on est sur un Matt Murdock en pleine rédemption, qui ne veut plus être Daredevil et qui a un flic de Chicago au cul et qui veut se le faire. Ah, ça, c'est un problème. Voilà. Donc, pour l'instant, bonne lecture. Est-ce que j'en ferai une vidéo? Peut-être ou peut-être pas. Parce que moi, c'est vrai que je suis plus sur des BD anciennes que récentes, mais je n'exclus pas de faire une vidéo sur ce Daredevil. Sur un tout autre genre, chez Delirium, chez nos amis de Delirium, que j'ai eu la chance de croiser au Comic Con France, je suis à fond dans Judge Dredd en ce moment. Je sais pas, un retour sur Judge Dredd. Donc j'ai lu celui-ci qui s'appelle Le Repenti. Les dessins sont magnifiques, enfin c'est vraiment bien, le sujet, l'histoire, tout est pas mal. Ce petit reproche que je ferai, c'est un manque d'action, je trouve. C'est le seul reproche vraiment à faire. Sinon, ça se lit très très bien et on passe un bon moment et vraiment. Alors, je sais plus qui dessine ça. Alors Tom Foster, j'imagine que c'est lui. Voilà. C'est un petit conseil lecture que je fais. Celui-ci, Contrôle, je l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté derrière parce que je me suis dit, j'ai envie de lire du Judge Dredd, je veux que ça défouraille, moi. Allez, on tue tout le monde. Allez, un petit coup, allez. Donc, donc je vais le lire et puis je vous dirai probablement ce que j'en pense. J'ai acheté aussi ça. Dans la foulée, les 3 premiers tomes de Judge Dredd, donc tome 1, donc année 1 que vous avez ici, tome 2 et tome 3, donc c'est un plus petit format, vous pouvez constater, regardez. C'est toujours chez Delirium ça. Je vois IDW, donc IDW Publishing, je suis assez surpris que ça passe... c'est vrai que je me suis jamais posé la question qui éditait aux États-Unis Judge Dredd ou en Angleterre, peu importe. Je vois Réflexion Édition. Alors j'imagine que c'est l'édition peut-être française. Vous me le direz dans les commentaires. Moi, mon rapport avec Judge Dredd, il remonte à l'époque d'Arodi Artima. Moi, j'achetais les albums. J'aimais bien. Je trouvais ça particulièrement intéressant. J'ai acheté les volumes intégrales là, en noir et blanc qui reprenaient un peu toutes les premières histoires. Ça, je les ai, mais depuis longtemps. Et voilà, voilà pour Judge Dredd. Moi, le plus belle affiche que je me souvienne de Judge Dredd, c'est quand il est attaché sur un poteau et qu'il y a un T-Rex qui arrive pour aller le bouffer. Et en fait, il s'appelle, je crois, Satanus, le T-Rex. Et Judge Dredd est là, il fait « Vous enfreignez la loi !» Satanus, au nom de la loi, je vous arrête. Ouais, d'accord. J'aime ce côté juste boutisme du personnage qui s'arrête jamais, quoi. On reste chez les indépendants dans les comics. On attaque du Valiant. Alors pareil, pas lu, acheté récemment avec mes chèques cadeaux Noël. Bah oui, on en a de temps en temps. Donc moi je les avais gardés. J'ai dit quand est-ce que je vais les utiliser? Je pensais pas les utiliser. Puis je suis passé. Je voulais les donner. Très sincèrement, je voulais les donner.
je suis fou. Mais à la Fnac, il n'y a plus rien qui m'intéresse, moi, quand j'y vais. Donc, et du coup, j'arrive et je vois ça, je vois XO Manowar, invaincu, et je me le suis pris, et je le dirai, parce que c'est la série de Valiant que je préfère, sincèrement. C'est la super série que j'adore. Ça, c'est clair, il y aura un bulle d'air sur XO Manowar. Quand? Je sais pas. C'est dans les cartons. C'est un projet, probablement pas cette année, mais oui, je ferai un bulle d'air sur XO Manowar. Faut juste que je trouve, je pense, une bonne occasion, parce que c'est quand même un peu plus un personnage confidentiel. Valiant, c'est pas non plus la maison d'édition qui fait vendre et qui fait des vues, je vous le dis. Mais on s'en fout, on est là pour parler de notre passion, et puis pour parler de ce que j'aime aussi, quoi. Voilà. Donc ça, je vous en ferai un retour sûrement, probablement. Voilà. Ensuite, on passe au franco-belge. Alors, franco-belge, j'ai lu un récit, mais que j'ai adoré. Alors ça, on le trouve très facilement partout. C'est Icelander. Voilà. En plus, c'est une super édition. C'est édité chez Glénat. C'est une première partie, en tout cas un volume 1 qui s'appelle comment déjà ? L'exil, tout simplement. Bah oui, tout simplement. C'est, j'imagine, donc scénarisé par Kyril Ferré, dessiné par Corentin Rouge. J'ai trouvé ça excellent, mais vraiment. Les dessins sont incroyables. Au-delà de l'édition, j'essaie de vous trouver une ou deux planches quand même, qui sont incroyables. Et puis, on va parler un peu de ce que ça raconte, tout simplement. Ou du moins du contexte, ça sera plus simple. Et vous avez des très très belles planches comme ça, des doubles pages comme ça, incroyables, qui en jettent à mort. C'est un avenir vraiment très sombre que nous écrivent ces deux auteurs, où comment dire, le monde va très mal. Ça, c'est pas une nouveauté. Globalement, il n'y a plus que 2 pays qui peuvent recevoir du monde, parce que c'est suite à des catastrophes climatiques, des catastrophes en tout genre et des guerres. La plupart des pays sont plus vraiment habitables, et donc les gens essaient de se réfugier en Écosse. Mais oui, en Écosse. Alors on va direction le nord, et une des îles en Atlantique Nord peut attirer du monde, c'est l'Islande, et ça va être l'histoire de réfugiés qui vont se retrouver en Islande dans un contexte politique complexe. On va suivre différents personnages, notamment ce personnage-là dont j'ai plus le nom en tête, qui va voler les papiers d'une jeune fille pour pouvoir s'enfuir à bord du bateau en pensant aller en Écosse, mais ils vont se retrouver détournés en Islande par d'autres personnages. C'est une aventure incroyable. J'ai lu ça d'une traite, vraiment, et je pensais pas. Ça vaut quand même 25 €, je crois. Mais l'édition, notez la taille de l'édition et le nombre de pages, vous serez pas déçus si vous le lisez. Moi, j'en fais de la pub, vraiment. C'est vraiment très très bien. Donc voilà, ça c'est pour Icelander. Ouais. Ensuite, on continue. On continue. Scotland, ça avance. Mon héroïne, Cathy Austin, dont j'avais fait un bulle d'air il y a quelques temps aussi. Vous savez, ça fonctionne par série de 5, les Cathy Austin. Alors le premier cycle, c'était Kenya, le deuxième Namibia, le troisième Amazonie. Maintenant, on attaque Scotland, déjà depuis un moment. Je les ai commencés, j'ai trouvé que le premier volume, la mise en place était trop longue. C'était le seul reproche que je fais. On a le sentiment que l'histoire démarre vraiment à la toute fin du tome. C'est un peu dommage, je trouve. Mais j'ai pas lu les 2 derniers, je les ai pas lus. Je les garde parce que je me dis, j'attends le 5e tome, et j'attaquerai à ce moment-là les aventures, ce cycle des aventures de Cathy Austin. Pour ceux qui connaissent pas, je vous renvoie à regarder le bulle d'air que j'ai consacré sur Cathy Austin. Ou sinon, je peux vous le dire très très rapidement, c'est une femme qui travaille pour les services gouvernementaux britanniques, qui vit à l'époque des années fin 40, début 50. En tout cas, ses aventures se passent à ce moment-là. C'est une sorte de Scully Mulder mélangé à James Bond, mélangé à Indiana Jones, qui va affronter des situations liées à des extraterrestres
ou à des choses comme ça, quoi. C'est plutôt bien. Moi, j'adore. Et souvent, je me dis, mais les scénaristes français trouvent pas d'idées pour faire des films de fantastique et de science-fiction. Tapez dans Cathy Austin, je vous le dis direct, il y a de quoi faire des bons films de science-fiction et d'aventure, et de créer une nouvelle franchise là-dessus. Donc ça, c'est vrai que j'ai pas dit de qui c'était, c'est de Rodolphe, Léo et Marshall, donc les mondes de Léo et tout ça. Et justement, on va enchaîner, parce que je vais pas arrêter d'en parler là, puisque je fais aussi la même chose. Alors c'est édité chez Dargaud, hein, j'ai oublié ça aussi. Cathy Austin, Dargaud. Je lis aussi, et ça c'est édité chez Delcourt, donc c'est pareil, c'est sur une série de 5 albums, Demain, de chez Delcourt, avec Léo et Rodolphe, encore une fois, et Louis Alloing, voilà. Écoutez, c'est passionnant, c'est fascinant. J'ai commencé à le lire aussi il y a un moment. Je l'ai mis de côté parce que j'attends le 5e tome pour finir le cycle de Demain. J'adore. Moi, c'est vraiment ma came. Donc, je vous invite à découvrir ces univers. Et enfin, pour finir, toujours chez Delcourt. Alors Delcourt, c'est compliqué parce que par rapport aux autres éditeurs, c'est compliqué de retrouver les volumes parce qu'ils n'ont pas non plus un tirage aussi alambiqué que j'ai dit quoi, Dargaud pour Cathy Austin. Voilà. Demain, on les trouve. Je vous le dis, mais Europa, j'ai souffert à retrouver le volume 1. J'avais acheté le volume 2 et j'ai dit, je trouverai le volume 1 plus tard. J'ai mis un temps fou, puis ils ont réédité le volume 1. Celui-là, je l'ai trouvé chez un libraire pas loin de chez moi, par hasard, et je me suis jeté dessus, et j'ai fait, je le prends parce que sur Paris, je le trouve pas. Donc, et à chaque fois, on me dit, il est épuisé. Depuis, ils ont renouvelé le stock, je crois, du volume 1, et je pense pas que de volume 3 soit sorti, ou en tout cas, j'en ai pas entendu parler, donc j'attends avec impatience le volume 3. Celui-là, je l'ai lu, c'est vraiment bien aussi, voilà, voilà. Et c'est tout pour les lectures que je vais avoir dans les semaines à venir et les jours à venir. Je vais vous parler de 2 choses. J'ai vu Thunderbolt et j'ai vu le Astérix d'Alain Chabat. Alors, on va commencer par celui-là. Le Astérix d'Alain Chabat, j'ai adoré. C'est certainement ce que j'ai vu de mieux sur le personnage d'Astérix en animation comme en film, vraiment. Après, c'est le choix d'une mini-série. Je crois que chaque épisode dure 30 minutes à peu près. Ça aurait pu être un long métrage. Hein. Très sincèrement, ça aurait pu être un long métrage. Chabat va prendre des libertés au niveau de l'histoire originale, qui est le combat des chefs, sur la fin, et je trouve qu'il prend des bonnes libertés. Alors, au début et sur la fin, parce qu'il met des choses en place au tout début, dès le premier épisode, qui peuvent surprendre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, puisqu'on va s'intéresser à l'enfance de Astérix et Obélix, mais ça va avoir une importance plus tard. Donc je vais pas dire pourquoi. Hein. Et la dernière partie que j'ai adorée parce que on prend un risque quand on prend des libertés scénaristiques et quand on décide de changer le cours de l'histoire et de dire non, on va faire comme ça. D'autant plus que le parti pris que prend Alain Chabat, c'est le questionnement que je me suis fait la première fois que j'ai lu le combat des chefs. Je ne comprenais pas pourquoi Bras Raccourcis ne cédait pas sa place à Obélix pour aller faire le combat des chefs. Alain Chabat y répond, et ça c'est bien. Franchement c'est bien, et j'ai trouvé ça top. Et le personnage d'Astérix, parce que j'ai entendu à droite à gauche que c'est vrai qu'Obélix était peut-être un peu plus central par rapport à l'histoire. Je trouve que Astérix est vraiment iconique sur la dernière partie, notamment le dernier épisode. C'est un vrai héros, parce que quand ils boivent de la potion magique, vous comprenez que c'est un peu facile, c'est un peu triché quand même, c'est du dopage, c'est comme le Tour de France, quand ils se dopent, j'entends. Là, Astérix se retrouve sans sa potion et il va être d'une bravoure, d'un héroïsme incroyable, et j'ai trouvé ça bien. Et puis c'est référencé, c'est sur la pop culture d'aujourd'hui, un certain Captain Armorica, je sais pas, rentrer dans les détails, et puis n'oubliez pas, c'est sur la plateforme Netflix, et Netflix se finit en X, vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, bon, j'ai quand même
un bémol sur cet animé. C'est un peu mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est pour ça que je voulais en parler. Moi, des Thunderbolts, j'avais pas l'intention d'en parler, mais comme je viens de le voir il y a quelques heures avant de faire ce tournage, je vais quand même en parler aussi brièvement, mais c'est mon coup de gueule sur le Astérix d'Alain Chabat, et même d'une manière générale sur les animés, notamment les animés qui sont, j'imagine, des productions pour certaines françaises, pas que, hein, mais en tout cas, les Français sont à la baguette, c'est de ne pas prendre des comédiens de doublage. Je suis navré de voir ça. C'est pitoyable. Le doublage d'Astérix, le combat des chefs, est pitoyable. Il y a quelques acteurs, alors je vais pas nommer les acteurs qui sont pas bons, parce que j'ai pas envie voilà, mais j'ai noté ceux qui s'en sortent. Jérôme Commandeur, hein. Je suis pas un fan de Jérôme Commandeur, mais lui, il fait le taf avec la maman de Jules César. Lafitte s'en sort bien aussi dans le personnage de Jules César. C'est globalement les Gaulois, il y a un problème avec les Gaulois d'une manière générale, Astérix compris. Ça sert à rien d'amener des vedettes, excusez-moi. Hein. On n'est pas, alors en France on a une tradition de doublage qui existe depuis longtemps. Hein. Francis Lax, voilà, hein. Roger Carrel, Jacques Balutin, Micheline Dax. Je vais pas tous vous les citer, mais il y a quand même une ribambelle de comédiens qui ont existé et qui étaient très forts là-dessus, qui avaient une texture, une voix assez unique en son genre et qui étaient faits pour ça. Bah là, on va chercher des gens qui ont des voix plates, qui ont des voix qui sont même pas modulées et des voix qu'on reconnaît surtout. Là, on est sur du vedettariat qui dessert le personnage de la fiction, alors que ça devrait être l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on devrait les oublier et le personnage de fiction devrait apparaître au grand jour. Malheureusement, par moment, ça ne fonctionne pas et ça, c'est un problème. Aux États-Unis, ils ont pas cette tradition de doublage. Hein, faut le comprendre. C'est aussi pour ça que quand ils débarquent avec Disney, c'est toujours des grandes vedettes internationales qui font les voix. En France, on a cette tradition, on fait l'effort de le faire et on fait appel à des professionnels et pas à des amateurs. C'est tout ce que j'aurais à dire. Excusez-moi si ça me met un peu hors de moi, mais c'est insupportable. Il y a des tas de gens qui cherchent du boulot en plus dans le doublage, je peux vous le dire. Alors je les connais pas hein, personnellement, mais j'en ai rencontré. Et je trouve inadmissible qu'on vienne leur piquer leur pain comme ça. Surtout quand on n'a pas de talent. Il y a des acteurs et il y a des comédiens, c'est deux choses différentes. Il y en a qui sont des très grands acteurs, des très bons acteurs. Mais comédien, c'est un métier et c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, c'est mon coup de gueule. Sur Thunderball, bah je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était voilà. Moi, mon problème, c'est que c'est très éloigné de l'œuvre originale, donc Norman me comprendra là-dessus. On est assez réfractaire dès qu'on touche à quelque chose, surtout quand l'idée est très bonne et qu'on l'utilise pas au cinéma. Mais bon, ils ont fait un autre choix avec d'autres personnages. J'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Voilà, c'était en tout cas plus palpitant que le dernier Captain America. Les enjeux sont plutôt bons et l'accroche de Thunderbolt est plutôt bonne, même on va dire bien. C'est pas non plus un film exceptionnel, mais la manière dont on rentre dans l'histoire ou dont on nous emmène dans l'histoire, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal et une bonne idée. Voilà, la menace qu'ils vont affronter est une véritable menace. Hein, je pense que ceux qui ont vu les bandes annonces savent de qui je parle. Mais voilà. La scène post-générique, qu'est-ce que je peux dire sur la scène post-générique ? Bah, il y en a deux, et puis vous les verrez à ce moment-là. Et puis c'est tout ce que je dirais sur Thunderbolt, le film. Si vous voulez aller le voir, allez le voir. Si vous avez l'abonnement à la plateforme Disney, dans 9 mois, vous l'aurez sur la plateforme. Faites bien ce que vous voulez. J'aurais tendance à vous dire, allez le voir, parce que ça fait quand même des sous pour le cinéma français. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Enfin, voilà. Bah, sur ce Retro Strange numéro 6, bah, se termine. Bah ouais, il fallait bien une fin quand même. Et puis je vous dis à très très vite, à très bientôt, probablement pour un autre Retro Strange. Là, je pense qu'on va en enchaîner quelques-uns. Alors, oubliez pas de vous abonner, de commenter, de quoi d'autre, de mettre un pouce, hein. Vous mettez un pouce, de partager. Et puis n'oubliez pas, le Parigo vaut mieux l'avoir sur YouTube. Bisous à tous.